Salut à vous, fiers métalleux. En ce moment, moi, j'aime bien l'Égypte. Enfin, plus précisément, j'aime bien l'esthétique de l'Égypte antique et tout ce qu'elle inspire. Et c'est en partie à cause de ce morceau-là. Quoi? Behemoth, me direz-vous? Pourtant, c'est pas spécialement un groupe qui parle d'Égypte antique, et de toute manière, moi je lis pas et je comprends pas les paroles. Alors pourquoi? Bon, en fait, si, Behemoth cite Apophis, par exemple, et il parle des légions romaines. Alors le lien avec l'Égypte antique, il existe vraiment. Mais ça, j'en savais rien au moment de me faire cette réflexion. Alors, comment ce morceau a-t-il fait pour m'évoquer la mythologie égyptienne? Je vous propose de vous pencher avec moi sur l'aura et la présence de l'Égypte antique, de son esthétique, dans le death metal de manière générale. On y va. Alors, pour commencer, l'Égypte antique, ça nous évoque quoi? Si on a tous une façon de percevoir les choses bien à nous, il existe quand même un genre d'imaginaire collectif autour de cette mythologie duquel on s'inspire tous plus ou moins. Un genre de pot commun des délires égyptiens, dans lequel on puise tous au moins un peu pour se représenter à la fois cette période au sens historique, mais aussi d'un point de vue plus ésotérique et mystique, avec cette mythologie complètement dingue, qui a clairement de quoi nourrir à tout un tas de carrières artistiques. Et on peut voir un peu tous les jours ce que l'inspiration de cette mythologie et de cet univers peut donner, comme dans, pour ne citer que, Warhammer ou encore Magic par exemple. Du coup, quand on me demande à quoi je pense quand on me parle d'Égypte antique, moi j'ai 3 choses qui me viennent assez rapidement à l'esprit et je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. D'abord, leur mythologie, avec toutes leurs divinités complètement ouf. Ensuite, tout ce qui touche à leur conception de la mort, donc ça rejoint un peu le premier point, mais avec tout un côté rituel en plus. Et pour finir, je pense à des constructions titanesques qui sont aussi en lien avec les 2 premiers points, parce que soit ils construisaient des tombeaux gigantesques, soit ils construisaient des temples gigantesques. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça que ça évoque, en plus de toute l'esthétique visuelle typique, de la mythologie, un rapport particulier avec la mort et du gigantisme. Alors dans le métal, et plus particulièrement dans le death metal, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on en a des groupes qui se basent entièrement là-dessus, et c'est même par eux qu'on va commencer. Et là, je vous entends déjà crier Nile, et effectivement, on va leur parler d'eux parce que c'est quand même l'évidence quand on aborde ce sujet. Donc, Nile, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de death metal américain qui traite, depuis son premier album, de la mythologie égyptienne. Donc bien sûr, hein, les paroles sont remplies de ça, mais ça, c'est pas très compliqué à la limite, il suffit d'avoir un peu bossé son sujet, d'autant que Karl Sanders, guitariste fondateur du groupe, est réellement passionné par le sujet, donc bon. D'ailleurs, je vous conseille fortement son projet de musique méditative instrumentale, qui sent bon les vieux tombeaux et les sables brûlants. C'est parfait pour un petit voyage mental et il y a déjà 2 albums. Non, ce qui est plus intéressant, c'est comment le groupe fait pour faire passer ça dans sa musique. D'abord, il y a les ambiances, hein, les petites sonorités orientales qu'ils intègrent à leurs morceaux, généralement en intro ou en outro. Ça passe par des passages instrumentaux, ou bien quelques vocalises arabisantes, je sais pas si c'est vraiment de la musique égyptienne par contre, hein. Mais c'est oriental et ça suffit à convaincre mon cerveau d'Européen moyennement cultivé que ça correspond. Et à côté de ça, on a aussi régulièrement ce ressenti de gigantisme, grâce à certains riffs, et surtout à une production qui est systématiquement écrasante, même si elle varie selon les albums. Je trouve qu'on peut, sans trop de mal, s'imaginer face à une gigantesque statue d'Osiris, qui nous toise de son regard inquisiteur, quelque chose de monolithique, et de bien plus immense que tout ce que l'homme moderne pourrait construire. Je vais aussi citer le groupe Crescent, qui, lui, pour le coup, est égyptien, qui ne parle aussi que de ça, et qui le fait passer à travers sa musique, un peu de la même façon, c'est-à-dire par des ambiances, par ce sentiment de grandeur, mais aussi par des mélodies qui, sans que je comprenne trop pourquoi, évoquent le Moyen-Orient et donc l'Égypte. C'est toujours du death metal assez classique en termes de construction, mais il y a, par-ci par-là, des petits bouts de riffs qui évoquent discrètement cet univers-là. Comme quoi ça tient un peu de choses. Alors j'imagine qu'il doit y avoir certaines gammes qui font ça très bien, qui font tout de suite un petit côté un peu oriental. D'ailleurs peut-être que Max Wayne pourrait nous faire un genre de grosse parenthèse pour nous expliquer tout ça.
Bonjour, on va apprendre de la musique. Bon, tout d'abord, merci à Aristide de m'avoir invité pour cette petite collaboration. Donc moi, en fait, je pensais prendre 5 minutes pour vous expliquer un petit peu comment marche ce qu'on appelle les gammes dans la musique et comment faire en fait pour qu'un morceau puisse sonner arabisant entre guillemets ou égyptien entre guillemets. Alors juste pour poser les bases, on va d'abord définir 3 termes qui sont assez importants pour comprendre la suite. C'est intervalle, gamme et tonalité. Premièrement, un intervalle, en fait, c'est juste un écart entre 2 notes. Par exemple, sur la guitare, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs cases. Et en fait, un écart entre 2 cases successives, c'est ce qu'on va appeler un demi-ton. Le demi-ton, c'est l'écart le plus petit qu'on peut faire sur une guitare de type standard. Donc là, par exemple, je fais un sol. Voilà. Et la case d'après, c'est un la bémol. Et voilà, il y a un demi-ton d'écart entre ces 2 notes. Maintenant, si je fais un écart de 2 cases, donc ici avec le sol, et 2 cases plus loin avec un la, bah là ça fait un ton d'écart. Là maintenant, si je fais un écart de 3 notes, voilà, bah là ça fait un ton et demi, etc., etc. Vous avez compris le truc. Maintenant, on va définir ce que c'est que la gamme. Qu'est-ce que c'est que la gamme en fait? Eh ben, c'est un ensemble de notes, une suite de notes, qui va être défini par une suite d'intervalles, une suite d'écarts en fait. Et là vous allez me dire, oui mais attends, si c'est défini que par des écarts, faut bien qu'il y ait une note de départ pour qu'on puisse savoir où commencer. Et là je vous dis oui, et la note de départ ça s'appelle la tonalité. Voilà, donc si je me mets par exemple en tonalité de sol, donc je vais commencer par un sol, ici. Voilà, et maintenant si je me mets à parcourir la gamme qu'on appelle la gamme du mode ionien, en tonalité de sol, et ben ça va donner ceci. Voilà, là je viens de jouer 7 notes. Ces 7 notes, à elles seules, suffisent à définir la gamme. Parce qu'en fait, on se rend compte que si on fait la 8e note de la gamme, c'est-à-dire 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, et bien la 8e c'est aussi un sol. Le sol qui était la note de départ de notre gamme. Donc en fait, à partir de la 8e, et ben les écarts c'est les mêmes. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc comme c'est un cycle qui se répète, on a juste besoin de la première boucle du cycle pour pouvoir définir une gamme tout entière. Et maintenant qu'on a défini tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'ambiance qu'évoquent les gammes en général. Donc là, je vous ai montré la gamme du mode ionien. Donc en fait, ça c'est une gamme qui est plutôt connotée joyeusement. Voilà, donc ça c'est un morceau avec des accords qui suivent la gamme du mode ionien. Donc c'est un morceau qui est connoté joyeusement. Maintenant, si on prend la gamme qui est la plus utilisée dans le heavy mélodique, dans le heavy metal mélodique, le power metal, etc., et ben ça va très souvent être la gamme qu'on appelle la gamme de mineur naturel. Et cette gamme-là, elle se joue comme ceci, en partant toujours de la même note, à savoir le sol. Donc là, quasiment tous les morceaux, tous les solos que vous écouterez en heavy, mélodique, etc., ils vont utiliser vraiment principalement ces notes-là. C'est vraiment la gamme de base, c'est une gamme qui est neutre, qui est pas trop joyeuse, qui est pas trop triste non plus, voilà, qui est vraiment assez neutre, et puis elle évoque pas grand-chose. C'est entre autres pour ça qu'elle est assez générique et qu'elle est très utilisée. Maintenant, ce qui est intéressant de constater, c'est de voir à quel point l'ambiance donnée par une gamme peut changer rien qu'en remplaçant une note. Si par exemple, si je vous rejoue la gamme que je viens de vous jouer, donc la gamme de mineur naturel. Voilà. Maintenant, je ne vais changer qu'une seule note, c'est la 2e note, donc la seconde, ici. Et ben au lieu de faire ça, je vais la diminuer, donc je vais lui enlever un demi-ton et je vais la jouer ici. Et maintenant, si je rejoue la gamme, cette fois que je viens de transformer, et ben ça va faire ceci. Voilà, donc là, on obtient une ambiance qui est vachement plus hispanisante. Et en fait, cette gamme-là, c'est ce qu'on appelle le mode phrygien. Et ça va être notre base pour travailler sur tout ce qui est
gamme à sonorité orientale, hispanique. Alors déjà, la gamme du mode phrygien, ce qu'on peut noter, c'est qu'elle se joue beaucoup dans des styles un peu plus durs que le heavy. Donc on a par exemple le Megadeth qui l'utilise beaucoup. Il y a aussi un morceau de Judas Priest que vous connaissez tous. Donc voilà, ce morceau-là utilise aussi beaucoup le mode phrygien. Mais on va aller encore plus loin que le mode phrygien et on va regarder comment on peut encore transformer notre gamme pour qu'elle sonne d'une manière un peu plus arabisante, entre guillemets, égyptienne, entre guillemets. Si on reprend notre gamme phrygienne, on va par exemple prendre la troisième note et on va l'augmenter d'un demi-ton, donc ici. Et la gamme qui va en résulter, ça va être celle-là. Donc là, il y a déjà une consonance un petit peu plus orientale, mais ne vous y méprenez pas, parce que cette gamme, c'est ce qu'on appelle la gamme espagnole, en fait, voilà. Bon, par contre, on l'appelle aussi la gamme juive, je sais absolument pas pourquoi, vous savez, moi, à ce stade, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Mais du coup, voilà, vous pouvez regarder que, simplement en changeant deux notes, on est passé d'une gamme très neutre à une gamme hispanique un peu arabisante. Mais on peut aller encore plus loin en changeant une troisième note. Donc ici, en l'occurrence, dans la tonalité de sol, on change la septième qui est un Fa. On le transforme en Fa dièse, donc une case plus loin. Et maintenant, si on joue notre fameuse gamme espagnole, mais juste avec ce petit changement, ça nous donne cette gamme-là. Voilà, et donc là, on est en plein dedans, c'est une gamme qu'on appelle la gamme byzantine. Pour moi, c'est un peu la gamme de référence pour ce qu'on appelle les sonorités orientales. Mais si vous voulez encore aller plus loin, il y a aussi une gamme qu'on appelle la gamme orientale, qui est comme ceci. Donc moi, à mes oreilles, cette gamme, elle sonne un petit peu chelou. Et elle n'est pas forcément très harmonieuse quand on veut donner une ambiance un peu orientale en fait, justement. Mais après, il y a d'autres façons d'explorer les gammes orientales. Si par exemple on garde notre Fa dièse, voilà, ici, mais que sur toutes les autres notes, on revient à une gamme phrygienne, ça nous donne ceci. Voilà, et là, ça nous donne ce qu'on appelle la gamme napolitaine mineure. Donc voilà, en conclusion, il y a plusieurs gammes qui sont pas forcément orientales, mais qui permettent en fait d'aboutir à une ambiance que nous, dans notre subconscient, on va considérer comme orientale. Et paradoxalement, en fait, quand on dit gamme égyptienne, sonorité égyptienne, c'est un peu un abus de langage, parce que si vous prenez la gamme, justement, égyptienne en tonalité de sol, ça va vous donner un truc comme ça. Voilà, ça fait pas du tout oriental dans notre subconscient. Et en fait, la gamme égyptienne, elle est très neutre. C'est pour ça que c'est toujours un abus de langage de dire que tiens, ce groupe-là, il a des sonorités égyptiennes, il a une ambiance égyptienne. Et du coup, en fait, la raison pour laquelle on fait cette erreur, c'est parce que on a intériorisé des gros clichés. Bon allez, sur ce, moi je me barre. Merci à toi Aristide, et allez, à plus. On a aussi Maat, un groupe allemand qui fait passer cette ambiance un peu de la même façon, même si ça rappelle quand même beaucoup Nile. Dans un autre genre, on a aussi des groupes qui font ça très bien, et notamment Septic Flesh qui, lui, ne va pas avec le plat de la main morte, et ajoute toute une orchestration à ses morceaux pour les rendre bien plus imposants, et comme en plus ça donne un côté musique de film, c'est assez grandiose.
et on a bien plus facilement des images de ce genre qui nous viennent en tête. Le plus parlant étant le morceau Anubis, parce qu'il parle carrément de ça. Ce morceau évoque notamment le rituel du jugement de l'âme. Dans les croyances de l'époque, il s'agissait d'un genre de tribunal où le défunt devait poser son cœur dans une balance, surveillée par Anubis. Si son cœur était plus léger que la plume de Maat, qui était posée de l'autre côté de la balance, son âme était sauvée, en quelque sorte. Sinon, il était dévoré par le monstre Amit. Mais là encore, c'est un morceau qui parle de ça, mais c'est pas le cas de tous non plus, et pourtant l'ambiance peut quand même y être. Je sais pas pour vous, mais un morceau comme Dogma, par exemple, sur l'album Titan, ça donne parfaitement ce sentiment de gigantisme façon égyptienne. Franchement, vous voyez pas un pharaon, en haut de son palais, qui contemple les immenses statues qu'il a fait dresser au nom de ses dieux ? Et on en revient à ce que je disais en tout début de la vidéo, avec Behemoth. C'est pas le texte ni le thème du morceau qui va réellement parvenir à nous immerger dans cette ambiance, même si, évidemment, ça peut jouer, ça et les artworks. Mais c'est, selon moi, bien plus le travail de la composition et des arrangements qui vont chercher à éveiller notre imagination, qui n'a plus qu'à faire tout le travail toute seule derrière. Et c'est même pas très difficile en fait, parce que le death metal c'est un style plutôt terre-à-terre, qui n'évoque pas grand-chose en termes d'imagerie, donc c'est un terrain fertile. Il suffit d'y mettre un petit peu de mélodie orientale, un petit peu d'ambiance autour, et là, notre cerveau va faire le voyage tout seul. Par exemple, Maxwell a déjà évoqué une ou deux fois le fait que Behemoth, lui, évoquait un peu les vieux Tomb Raider, le fait de combattre des statues géantes animées dans des tombeaux millénaires inviolés. Ça me semble correspondre parfaitement à l'idée que je me fais de l'Égypte antique, ce genre de mythologie, même si lui voyait pas forcément ça, et c'est ce que je veux dire dans cette vidéo. À quel point la musique, par ses arrangements, peut nous évoquer quelque chose d'assez poussé et qui n'a rien à voir avec le sujet original du morceau. A l'inverse, on peut avoir des groupes qui ne parlent que de ça et dont la musique ne laisse pas transparaître du tout si on se penche pas sur les paroles. C'est notamment le cas de Scarab, un groupe carrément égyptien, dont tout le concept est basé sur la civilisation égyptienne antique et ses rituels, mais qui n'en donne pas du tout l'impression si on ne fait qu'écouter sans comprendre. Parce que musicalement, c'est juste du death metal plutôt classique, sans fioriture, ni son d'ambiance, et du coup, qui ne va pas stimuler notre imagination plus que ça. Et on approche de la fin de cette vidéo, mais je voulais quand même faire un petit passage sur Lovecraft. Comme vous le savez peut-être, c'est mon auteur préféré, et il n'était pas mal fasciné par les mythes et les mystères de l'Égypte antique. Il y a situé une partie de ses histoires, et il avait même trouvé le moyen de se connecter à la mythologie égyptienne, puisqu'il avait créé le personnage du pharaon noir, Nefrenka, un nom qui ne devrait pas vous être inconnu. Et du coup, ça se retrouve aussi dans les textes de tous les groupes, y compris chez Nile. Voilà, c'était ma petite parenthèse à moi, et on va se quitter là-dessus. Cette vidéo n'avait pas pour but d'être une thèse sur le sujet, c'était juste une réflexion, une observation que j'avais envie de pousser un peu, et c'est aussi une bonne occasion d'écouter quelques bons albums. Et là, j'étais un petit peu dans ma période égyptienne, donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour tout un tas d'autres choses. Écoutez de la bonne musique, voyagez dans toutes les ambiances que vous voulez. Éclatez-vous. A plus.